Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Salut Bi. Yo Niki. Ça va? Ouais, je suis fatiguée. Ouais, j'imagine. Ça fait longtemps. C'est vrai. Alors, quelles sont tes nouvelles? En vrai, je reviens d'Égypte. Oh, excuse-nous, hein. Ouais, non, j'y étais pour le travail. Je suis claquée. Ouais. En fait, l'Afrique, c'est grand. Ouais. Parce que la Côte d'Ivoire, l'Égypte sur la carte, tu te dis ça va, c'est faisable, mais c'est au moins 11 heures de vol. Avec une escale. Peu importe où tu choisis ton escale. Ouais. Mais franchement, c'était ouf. Ah, j'ai adoré. C'est super beau. J'ai vu les pyramides. Voilà, j'ai vu les pyramides. Ces trucs de pierre, là. Mais, ouais, tu t'es sentie comment quand t'as vu les pyramides et tout Je me suis sentie petite. Ouais. Et je me suis sentie comme genre un grain de sable. Sérieux, à ce point? En fait, c'est tellement vieux. Et tu dis, il y a des gens qui ont pensé à prendre des pierres, à les assembler. Comme ça, ouais. Même si l'histoire est triste derrière, Ouais. parce que donc c'est des esclaves qui ont fait ça. Et à la fin, ils ont tué tous les esclaves. Quoi? Ouais. Ils sont enterrés comme ça là-bas. Tu sais pas ouais. qui est qui. Ça, c'est vraiment l'histoire qui est terrible derrière. Ouais. Mais d'un point de vue spirituel, c'est intéressant parce qu'en fait, c'était la manière de préserver en fait les pharaons. D'accord. Et les pharaons, c'était les guides spirituels à l'époque. Donc c'était eux qui étaient garants de, on va dire, de tout ce qui est pratique religieuse. Donc, ils construisaient pour tuer les gens après, pour les guider spirituellement. C'est quoi Ça, j'ai pas compris. Parce que moi, j'étais en mode, est-ce que j'ose demander comment c'est ceux qui ont construit les esclaves et tout? Bah ouais. Je tourne autour du pot. Puis après, je dis, les gars qui ont travaillé, les ouvriers, ils font, ouais, les esclaves, bah, c'est triste, hein, mais ils ont été tués et ils ont été enterrés là. On sait pas trop combien ils étaient, comment ça s'est passé. Ouais. Et en fait, il y a plein de tentatives de pyramides. D'accord. Donc tu vois des pyramides qui sont pas bien achevées parce que la base était pas bien faite. Ouais. Après, malheureusement, il y a des discriminations dans les pyramides. Les hommes avaient des grandes pyramides, les femmes des plus petites pyramides. Putain, même jusque là, quoi. Ça c'est un penchant qui est un peu bizarre. Et sur le plan des paysages, Ouais. tu vois à quel point l'homme a essayé de dompter le désert. D'accord. Parce que donc c'est vraiment désertique, tu vois du sable partout. Et il y a des immeubles qui sortent de nulle part. Au Caire, c'est blindé comme ça. Avec l'architecture arabe qui est très jolie. Ouais. Donc tu vois vraiment des grands buildings et ils sont leurs petites mosaïques, les petites tours un peu ovales et tout. J'ai trouvé ça super beau. Et bien sûr, on mange bien. J'ai eu peur d'avoir pris du poids, mais non, ça va, Dieu merci. Même si je commence un jeûne intermittent parce que j'ai trop mangé. Ouais. Ils mangent trop de viande. C'est vrai? Moi, je pensais qu'on mangeait beaucoup de viande, mais non, on est des petits joueurs. Ah ouais? T'as un repas, il y a que de la viande. Et mais c'est différents types de viande ou c'est que du bœuf, c'est que du... Il y avait du bœuf, du mouton, beaucoup de moutons. Ah ouais. Moi qui mange du mouton que, on va dire, par les fêtes religieuses ou Ouais. les grandes cérémonies, j'ai eu ma dose. Mais c'est très bien préparé, hein. C'est D'accord. tendre et tout, ça fond dans la bouche. Ouais, c'est ça surtout le piège avec le mouton, les gens savent pas bien le préparer en général. Mais ça doit mariner longtemps en fait pour que ça soit tendre. Oui, un mais peu. bon, si vous vous engagez pour préparer du mouton, faut bien le faire, Ouais. quoi. Et c'était pas fort. Ouais, ok. Ouais, je trouve d'habitude l'odeur ou parfois en Ouais. bouche est un peu fort et là ça allait. En fait, ils aiment bien les épices aussi, donc ça Ok. c'était cool. Après moi j'adore tout ce qui est légumes marinés, donc je m'en suis donné à foison. C'était trop bon. Donc ouais, j'invite ceux qui veulent aller en Égypte à visiter. Bon, moi j'étais au Caire, j'ai pas fait toute l'Égypte, mais franchement ça vaut le détour. Bon, ok. Ouais. Je suis contente pour toi. Je vais pas parler de l'Égypte, c'est mieux. Je suis camerounaise, je vais pas parler de l'Égypte. La petite histoire, comme j'étais pour la finale de la C'est CAN. vrai, en plus, ouais. Bien sûr, j'ai soutenu les Sénégalais. Ouais. Normal, fallait être discret, hein. Bah, tu m'étonnes, toi, t'es dans leur pays. Mais ouais. En fait, on nous avait conseillé de suivre dans un bar, dans des quartiers, on va Ouais. dire, où il y a pas mal d'internationaux. Et après, on arrive, on nous demande, vous soutenez qui? Avec mon collègue qui est kenyan, on dit, bah, bien sûr, les Sénégalais, il faut soyez discrets. Après, on s'est mis là, c'était marrant, c'était bons enfants. Ok. Mais j'avoue, si on avait été dans des bars à l'extérieur, peut-être que je me serais sentie moins safe. Ouais. Tu te serais fait caillasser, ça c'est clair. Et toi?
Écoute, ouais, bon, moi c'était moins pharaonesque que toi. Mes nouvelles, comme tu le sais, j'ai rejoint une association de femmes dans la logistique qui s'appelle Wilat. Depuis, t'en parlais pas. Ah ouais, c'est vrai. Mais ouais, j'attends depuis. Wilat pour Women in Transport and Logistics. Et franchement, c'est un vent frais. C'est vraiment une communauté que de femmes dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu d'hommes. Donc ça fait plaisir de voir que, enfin, on est une centaine, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, déjà. Je te promets. Enfin, on savait même pas d'où elles sortaient, quoi. Enfin, on dirait qu'on est toutes dans notre coin et on connecte pas assez. Donc l'association a été bienvenue. C'est un très bon réseau. Et le mois dernier, nous sommes allés à Yamoussoukro pour faire une intervention sur le leadership des étudiants en logistique. Et franchement, c'est toujours très très gratifiant d'aller partager son expérience auprès des plus jeunes. C'est vraiment un exercice que j'ai adoré. Et puis voilà, hein, donc si vous êtes une femme dans la logistique et que vous vivez en Afrique, je suis pas certaine, enfin je vais pas dire de bêtises, je sais pas s'il y a une branche européenne, en tout cas pas Wilat, il y aura peut-être CALT, donc qui est l'association mère. Et donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre Wilat si vous êtes une femme dans la logistique pour ne pas être seule, pour profiter du réseau. Et voilà, c'est vraiment un réseau très dynamique et d'entraide. Et je suis très très contente d'en faire partie. Et à part le réseautage, vous faites quoi? On fait des meet-up. Après, l'association est très jeune. Hein. On a commencé en septembre dernier. Donc on fait des meet-up. Là, il y a plein d'activités qui sont prévues tout au long de l'année et qu'on va dérouler au fur et à mesure. Donc voilà, ouais, je suis très contente de cela. Voilà pour mes nouvelles. J'ai grave fait la promotion C'est vrai, de l'association auprès de mes étudiants. Oh, merci. Mais oui, parce que en général, enfin, à choisir, les gens vont rarement vers la logistique parce que c'est un truc de flou en fait. Les gens ne comprennent pas trop ce qu'on fait. Mais une fois que tu dis en fait c'est la résolution de problèmes. Une fois que tu dis ça, en fait, direct les barrières tombent. Ah bon? Bah ouais, et tu peux le pratiquer dans n'importe quel métier. On a tous besoin de logisticiens aujourd'hui. Effectivement. Donc voilà. Ouais. Ah, c'est top. Bonne nouvelle. Yes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier. Ouais. Donc, on va parler d'endométriose. Sans transition, c'est bizarre. Ah, désolé, hein. Donc, on arrive dans le truc un peu plus médical, mais nous ne sommes pas des professionnels de la santé. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'inviter quelqu'un qui pourra mieux en parler que nous. Ouais, mieux en parler et surtout partager son expérience. Elle s'appelle Sally. Bonsoir. Salut. Alors, bienvenue sur le podcast Madame Attrape ton cœur. Merci. Franchement, encore une fois, je réitère, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Faut savoir qu'on a invité Sally il y a 2 jours. On a vu qu'elle était sur Abidjan, on a dit allez hop, on va saisir l'opportunité. On s'était déjà parlé via justement le podcast il y a plus d'1 an. Hein. Presque 1 an. Ouais, plus d'1 an. Et on s'était contacté comme ça sur les réseaux sociaux et on a bien discuté. Et bon voilà, on a gardé contact. Et c'est aussi ça que j'adore avec le podcast. On a rencontré pas mal de gens grâce à ça. Et donc voilà, on a vu un peu ton parcours, ton combat, on va dire, on va appeler ça, avec l'endométriose. Et c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Et je me suis dit bon voilà, vu que t'es là pendant quelques jours, alors j'ai saisi l'opportunité et te demander de partager avec nous ton expérience. Donc voilà, bienvenue. Merci. En tout cas, merci à vous deux pour m'avoir invité et surtout d'aborder ce sujet parce que je trouve que c'est vraiment très très important et que dans notre communauté on en parle encore trop peu. Ouais. Donc si on peut briser le silence sur ce sujet qui touche vraiment beaucoup de femmes, c'est déjà très bien. Après bon, on n'est pas de médecin, on a déjà dit, c'est vraiment un partage d'expérience et merci à vous et je suis contente de faire ça ici à Abidjan, hein, c'est trop bien. C'est nice, ça fait plaisir. Ouais. Non, j'allais dire que je pense qu'on peut commencer par te laisser te présenter. Ouais. D'accord. Parce que bon, t'es plus à même de te présenter. D'accord. Du coup, moi c'est Sally pour les amis. Mon prénom c'est Salamata.
Je suis née en Côte d'Ivoire, ici, dans un lointain 1992. Ouais, parce que mes parents, ils disent que je suis vieille. Ouais. Après, avec ma mère, on est parti vivre en Italie. Je suis de père burkinabé. D'accord. Et il y a 7 ans, j'ai décidé de déménager pour la France. Donc, je vis en France depuis 7 ans et actuellement, je travaille dans le marketing. D'accord. Voilà, je suis là à Abidjan pour 10 jours. Je suis venue pour me ressourcer, voir mon papy, ma mère qui est là et bah, du coup, voir vous aussi, finalement. Ouais, du coup, top. Ah bon, bah, j'espère que ton séjour s'est bien passé. Top. Alors, pour parler de l'endométriose, je vais juste donner la définition de Google. D'accord. Voilà. Et pour un peu situer les auditeurs et auditrices, et après on va te laisser parler, voilà. D'accord, on va te très poser bien. des questions et pour connaître un peu ton histoire. Alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui est du fait qu'il y a des cellules de l'endomètre qui se retrouvent en dehors de la paroi utérine. Ça veut dire que pendant les règles, ces cellules-là vont tout aussi saigner en même temps que l'utérus. Donc vu que les cellules hors de la paroi utérine se collent à d'autres organes, type l'intestin, le côlon ou autre, et qu'elles saignent et que le sang ne peut pas s'évacuer, ça crée des inflammations, ça crée des espèces de kystes, des espèces de lésions, et ça peut entraîner pas mal de troubles. Donc l'endométriose se caractérise par principalement par des douleurs. Je saurais même pas décrire ces douleurs-là. C'est l'agonie. Ouais, exactement. C'est l'agonie, des douleurs invalidantes, Ouais. handicapantes. Voilà, on ne peut plus rien faire. On peut tout aussi avoir de l'endométriose en étant asymptomatique. C'est pas toutes les femmes qui ont les symptômes, mais il faut savoir que l'endométriose, ça touche une femme sur 10, quoi. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Donc, dans notre cercle d'amis, on a peut-être, je sais pas, 4-5 qui ont de l'endométriose, quoi, et qui ne le savent pas. Qui ne le savent pas, c'est ça. Parce que c'est très mal diagnostiqué. Pour donner un exemple à Sally, moi, j'étais diagnostiquée l'été dernier. Ouais. J'ai fait le compte tout à l'heure, j'ai mal depuis 13 ans, en fait. Ouais, parce que depuis que je te connais, on en parle. Ouais. Et je ça savais disait que pas. ça remontait il y a encore plus longtemps que ça. Ouais. Et plus ça va, plus j'ai mal. Plus il y a des douleurs que je ne soupçonnais pas, plus, il y a des... Donc voilà. Mais on n'est pas là pour parler de mon cas aujourd'hui, c'était juste pour introduire. Donc, du coup, toi, comment est-ce que tu as été, depuis quand tu as mal, comment tu as été diagnostiquée, déjà? Depuis quand j'ai mal, c'est vraiment la question qu'on me pose souvent. Ouais. Et je me souviens d'avoir eu mal, je pense à partir du lycée, à partir des 16-17 ans. Plus jeune, je me rappelle pas d'avoir eu des règles très douloureuses. Mais à un moment donné, j'avais des règles très douloureuses, des douleurs au bas-ventre, au dos, des vomissements. Je devais rester alitée, au moins les premiers 2 jours et même le dernier jour des règles. Mais tout autour de moi, on me disait que c'était normal. Ouais. Ça. Ou que tu exagères. Exactement. Du coup, à la maison, pour ma mère, c'était normal que je ressente la douleur. Du coup, elle se préoccupait pas forcément. À l'école, quand j'étais vraiment mal et que je devais rentrer, personne n'a jamais soupçonné quoi que ce soit. Et j'avais des copines aussi qui avaient des règles douloureuses. Ouais. Du coup, c'était vraiment la routine, quoi. Une fois par mois, on passait par là et puis voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai grandi. Il y a un moment donné, je pense entre mes 21 ans, non, mes 20, mes 21 ans, j'ai l'impression que il y a eu une pause. Ouais. Je me rappelle pas d'avoir eu des règles très très douloureuses où j'étais tellement accro aux médicaments qu'à un moment donné j'ai comme intériorisé ça. Je voyais même plus en fait la douleur, je la ressentais même plus. D'accord. Parce que dès que ma période des règles s'approchait et que j'avais tous les symptômes prémenstruels,
je commençais déjà à prendre mes cachets. Sinon, c'était Spasfon, des trucs comme ça, de Lip. Après, bon, je vivais en Italie et je prenais des médicaments de là. Ouais. Mais, le même principe du Doliprane, quoi. Et c'est vrai que ça faisait pas grand chose. Et c'est pour ça que je commençais des jours avant le début de mes règles. D'accord. Wow. Et du coup, ça me soulageait. Ouais. Et puis, je pouvais affronter la période. Waouh. Voilà. Ensuite, j'ai déménagé en France et en 2016, j'ai eu des grosses crises. Ouais. J'ai eu des crises tellement fortes que une fois j'étais chez des amis, j'ai gardé leurs enfants et en fait les enfants ils étaient en train de jouer et à un moment donné j'ai failli tomber au sol en fait. En fait c'est la voix des enfants en fait qui m'a maintenue consciente, je pense, parce que j'avais peur aussi de laisser tout seul et tout. Ouais. Et du coup, je me suis allongée sur le canapé et ça allait pas du tout. J'ai appelé les parents, ils sont venus me voir, il y a un médecin qui est passé à la maison et on savait pas trop ce que j'avais en fait. Ouais. Bien sûr, c'était en période des règles, mais la douleur était tellement forte. Que je me disais, ça ne peut pas être que ça, en fait. Ouais. Et en fait, ça m'avait pris toute la jambe. Ouais. Toute la jambe, le dos et tout. Et du coup, j'explique... c'est ça. Du coup, j'ai expliqué au médecin, je lui ai expliqué ce que j'avais. Il m'a dit, j'ai l'impression que vous avez une forte douleur. Et du coup, il m'a donné un truc hyper fort. Je sais même pas. Et il m'a dit, ça devrait vous calmer, ça devrait aller. Du coup, je suis rentrée chez moi. Mais le lendemain, c'était la même chose. Une douleur pas possible. Ça a toujours été douloureux, mais jamais à ce point. Ouais. Et après, bon, c'est passé. J'ai continué à prendre les cachets qu'il m'avait prescrits. Et ça allait. Et le problème, c'est ça, c'est que souvent, on a très mal. On nous donne des médicaments. Ça finit, en fait. On est à nouveau bien et on dit, bon, ça va. Ouais, c'est fini, ouais. On oublie, en fait. Et au niveau du suivi gynécologique, il faut dire que en Italie, j'avais eu quelques rendez-vous, mais je n'étais pas dans une routine de suivi gynécologique annuel, régulier, tout ça. Du coup, voilà quoi. Et je ne connaissais pas l'endométriose. Ouais. Je ne connaissais pas les maladies gynécologiques. J'étais vraiment nulle sur tout ce sujet en fait. Et un mois après, je voyageais. J'étais en Flixbus, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Voilà. J'étais à Lyon et je remontais à Paris. Et en fait, dans le bus, à un moment donné, j'ai eu tellement mal. J'ai senti une douleur qui remontait jusqu'à ma poitrine. Waouh. Et je me suis dit, en fait, non, en fait, tu vas pas sortir de ce bus. Et j'avais ma voisine qui m'a vue, elle m'a dit, est-ce que ça va? J'ai dit non, ça va pas. Et j'étais dans le bus, j'étais en pleurs, j'étais toute rigide, je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire, même aller aux toilettes. J'ai appelé mon cousin, il est venu me chercher à la gare et il m'a ramené immédiatement aux urgences. Du coup, t'avais tes règles à ce moment-là ou c'était syndrome prémenstruel? Non, c'était prémenstruel. J'avais même pas mes règles à ce moment-là. Et du coup, mon cousin est venu me chercher, même pour sortir du bus, il a dû me porter parce que je pouvais pas marcher. On est arrivé aux urgences et à l'hôpital. Déjà, on te fait attendre. Du coup, moi, dans ma douleur, en train de me tordre et tout ça. Et après, il y avait qu'une gynécologue ce soir-là. Elle avait 3 accouchements en plus, donc j'étais vraiment à la dernière priorité. Elle me fait une échographie et elle me dit je ne vois rien. Par contre, je vois que vous avez des fibromes. Du coup, pour la première fois, on me dit tu as des fibromes en fait. Et là, je découvre ça aussi. Je dis OK. Et après, elle me donne un antidouleur. Elle me dit rentre à la maison, etc. Je rentre à la maison. Du coup, j'étais chez ma tante. Et j'ai fait, je pense, 3 jours avant d'être plus ou moins bien. Attends, excuse-moi. Elle t'a renvoyé à la maison avec des fibromes, mais c'était tout? Oui. Des fibromes et des calmants et c'est tout? Ouais.
Elle avait vu que des fibromes, donc pour elle c'était rien d'alarmant. Mais t'as pas prescrit d'autres examens à faire? Non. Waouh. Punaise. Bon, allons. Et une fois, en fait, arrivée chez moi, j'ai commencé à faire des recherches. Ouais. Parce que même les fibromes, j'en savais rien, en fait. Je fais des recherches, je fais plusieurs recherches, et je me rends compte que finalement, les fibromes peuvent être douloureux. Ouais. Mais, en soi, c'est pas la caractéristique première des fibromes de provoquer de la douleur. Et au fond de moi, je me suis dit, ça ne peut pas être que des fibromes, en fait. Même si c'était des fibromes, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces fibromes-là. Du coup, j'ai commencé à prendre des rendez-vous. Chez un gynécologue, après chez un obstétricien et tout. À chaque fois, on voyait que les fibromes. Ouais. Du coup, j'ai continué, j'ai fait des recherches en solo. Jusqu'à ce que je tombe sur l'endométriose sur Google. Et du coup, je lis les symptômes, tout ce que je trouve un peu sur Google, et j'ai dit, ah ben, ça ressemble quand même, on dirait que, ça là, c'est pas bon. Et en fait, du coup, je tape sur Google, gynécologue spécialiste endométriose sur Lyon. Ouais. Et je trouve un gynécologue, lui parlait italien. Du coup, je dis, ah bah, parfait. top. En plus, moi, c'est ma langue maternelle. Du coup, j'ai pris rendez-vous. Et quand j'ai pris rendez-vous, en fait, les rendez-vous étaient pour avoir un rendez-vous avec lui, c'est entre 3 et 6 mois d'attente. Pardon? Ouais. Wow. Ouais, très, très pris. Et, j'ai envoyé un mail. Ouais. Au secrétariat parce que je me suis dit, je refuse de passer le mois. Ouais. Arriver à ma prochaine période de règles et ressentir cette même douleur, en fait, parce que je vais pas supporter. Et il a répondu à mon mail et une semaine après, il m'a donné rendez-vous. Wow. Ah, bah, t'as bien fait d'envoyer le mail. Ouais, mais j'étais désespérée. Et du coup, je suis allée voir ce gynéco. Déjà, l'accueil, ça changeait tout de toutes les visites que j'avais eues jusque-là. Je suis arrivée, il m'a fait asseoir. Présentez-vous, parlez-moi de vous, qu'est-ce qui se passe? Et là, je commence à tout lui dire. Mes douleurs, depuis quand c'était, etc. Et puis, quand j'ai fini de parler, il m'a dit, je pense que vous avez l'endométriose. C'est la première chose qu'il m'a dit. Ouais. Et il m'a dit, mais maintenant, on va voir, parce que il faut être sûr. Du coup, il m'a fait une échographie pelvienne. Et il a vu un kyste d'endométriose sur mon ovaire droit. Et là, bon, il m'a dit ça. Il m'a dit, bon, on voit pas tout. Du coup, je vais vous prescrire un IRM. Il m'a indiqué aussi un centre où je pouvais faire un IRM assez rapidement. Ouais. Et immédiatement, du coup, c'est la première fois, il m'a prescrit de l'Antadis. Ouais. Il m'a dit, je vais vous prescrire de l'Antadis pour vos prochaines règles. N'hésitez pas à en prendre. Et puis, je vous mets un rendez-vous au lendemain de votre IRM. Comme ça, on saura, on saura quelle est la situation et on verra quoi faire. Et du coup, pendant l'échographie, il m'avait aussi confirmé les fibromes. Et il m'a du coup, après l'IRM, a confirmé que j'avais un utérus fibromateux avec endométriose. Waouh. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, pardon? Alors, un utérus fibromateux, c'est un utérus, qui a beaucoup de fibromes. Ouais. Wow. Voilà. Et sachant que les femmes noires sont plus susceptibles d'avoir des fibromes. Exactement. Que d'autres, Exactement. Et du coup, plus endométriose. Il a vu que j'étais un peu pas bouleversée parce qu'un peu je me l'attendais parce que j'avais fait mes recherches, mais quand tu entends ça et qu'on te le dit, tu es un peu agité, tout ça. Il m'a dit, ne vous préoccupez pas, faites votre IRM et puis on va se revoir. Du coup, je rentre chez moi. Le fait, c'est que je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé avec, je pense, à des amis, mais la maladie est tellement peu connue. Personne et mal connu personne ne sait. Que c'est comme si je parlais des bonbons en fait. Ils disaient, ah ouais, ok, pourquoi t'es inquiétée, enfin pourquoi t'es...
Et moi, j'étais en mode, moi, j'avais lu plein de choses, en fait, sur cette endométriose. Vraiment plein de choses, trop de choses. Infertilité, fatigue. Et c'est vraiment quelque chose qui te touche physiquement, psychologiquement, et c'est invisible, en fait. Ouais. Les gens ne le voient pas, et du coup, les gens pensent que tu vas bien, ou que tu en fais trop. Mais bon. Et du coup, j'ai eu mon IRM. Mon IRM, du coup, a confirmé mon kyste d'endométriose sur l'ovaire droit. J'avais d'autres kystes aussi au niveau du côlon. Mais mon endométriose n'était pas très développée à ce moment-là. Du coup, en 2016, mon endométriose n'était pas très développée. J'avais 4 fibromes. De petite taille, faisait moins d'un centimètre. Du coup, ça allait, quoi. Du coup, je vais voir mon gynéco avec ses résultats. Et la première chose qu'il me demande, il me dit, est-ce que vous voulez des enfants? Et là, c'est la question, tu dis, oh là là, il faut que je pense sérieusement, en fait. Là, tu dis, non mais... Et j'ai dit, enfin... Et il m'a dit, immédiatement, il m'a dit, dans votre état, vous pourrez pas tarder. Mais en 2016, t'étais jeune, non? Bah oui! On n'y pense pas forcément à ce moment-là. Bah, pas du tout! Et du coup, il m'a dit, voilà, avec un utérus fibromateux, avec endométriose, il faudrait pas, 30 ans, ça commence à devenir limite pour vous. Et là, tu vois les années, tu commences à compter, tu dis, en fait, faut que je me dépêche là parce que j'ai plus beaucoup de temps. Et là, du coup, il m'a mis immédiatement une grosse pression. Ouais. Et je pense que j'aime beaucoup mon chirurgien, mais je pense que c'est cette pression qui il me la met jusqu'aujourd'hui, qui me met toujours un peu, qui me dérange un peu, en fait. Ouais. Donc voilà. Et après, il m'a mis un sous-traitement. Du coup, le traitement, c'était une ménopause artificielle. Du coup, une pilule en continu, sans arrêt, tous les jours, qui m'a stoppé les règles. Du coup, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Après, j'en ai eu marre. Parce que on a tous les symptômes de la ménopause. Waouh. On a tous les symptômes de la ménopause. Sérieux? Ouais, c'est beaucoup de chaleur et tout. Moi, la chaleur, c'est quelque chose d'horrible. En plus, tous les symptômes... je prenais des hormones. La pilule, c'est des hormones. Moi, j'avais jamais pris ça avant. Ouais. Du coup, ça m'a bouleversée. C'est déjà le fait de devoir prendre ça chaque jour à la même heure. Moi, j'oublie tout le temps. Du coup, c'était un stress pour moi. Et mes douleurs avaient diminué. Ouais. Mais tout n'avait pas disparu. Et il fallait éviter les inflammations. J'ai changé mon alimentation. Du coup, alimentation anti-inflammatoire. Ouais. Et moi, je suis une grande bouffeuse, une grande gourmande. C'était très dur. Ouais. C'était très dur. J'ai pas tenu longtemps. Par contre, il y a un truc que j'ai banni de mon alimentation, c'est le lait. D'accord. Et ça m'a beaucoup aidé. Faites un test, le lait, une alimentation sans lait change beaucoup de choses. Je te le confirme. Ouais. Là, tu fraîches au convaincu, là. Du coup, ça m'a aidé. Au début, j'essayais vraiment de suivre un peu ce que je trouvais sur les réseaux sociaux, du sport. Et le fait, en fait, c'est que j'ai toujours été une personne qui n'a jamais aimé se victimiser, en fait. Mais, et du coup, j'essayais d'être le plus possible normal. Parce que je voulais pas qu'on dise que j'en faisais trop, que c'était pas vrai. Je voulais pas que les gens aussi me regardent avec un œil de peine. Mais ça, c'était pas aussi une pression pour toi parce que là, t'es limite obligé de te forcer à à ne pas montrer que tu avais mal, tu vois. C'est vrai.
Et d'ailleurs, je suis pas forcément fière de ça. Ouais. Je le dirai plus tard, mais j'ai été opérée il y a quelques mois et j'ai tout relâché et c'était très dur. Mais en effet, pendant mon endométriose, pendant ma période, j'étais sous traitement, j'étais pas bien et je l'ai pas dit. C'était dur. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, tu aurais dû en parler. Ouais. Mais en fait, c'était que ma mère, jusqu'à aujourd'hui, elle sait pas, elle comprend pas ce que c'est l'endométriose. Autour de moi, voilà, autour de moi, c'est la même chose. Ouais. Même en parler à des copines et tout, tu peux dire, mais les gens connaissent pas. Du coup, après, ils oublient. Et en fait, ça m'aurait blessé encore plus de dire un jour, je suis mal. Et que personne ne me demande jamais comment tu vas, en fait. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé de garder ça pour moi et de vivre ça entre moi et moi, en fait. Je me dis, de toute façon, les gens, ils vont jamais me demander, ils vont jamais comprendre. J'ai pas envie parce que ça va me vexer, ça va me blesser. Et du coup, je vis ça je garde ça pour moi. C'est quand même fou parce que, comment dire, quand t'es malade, avoir du soutien de tes proches, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et là, tu combattais une maladie qui est pas connue et qui était douloureuse en fait. Donc vraiment désolée pour toi. Très douloureuse. Et ça, c'était parce que l'endométriose, il y a la douleur. Après, la douleur, tu la maîtrises encore avec les médicaments quand tu es sous traitement. Après, il y a la fatigue chronique. Ouais. Moi, j'étais tout le temps fatiguée. Et je travaillais beaucoup et tout. Et le fait, c'est que je faisais tellement l'effort d'être toujours dans les trucs que je m'en rendais pas compte, en fait. Tu te fatiguais encore plus. Exactement. Exactement. Et puis les petits douleurs, du coup, moi, c'était un kyste à l'ovaire droit qui était le kyste le plus gros. Et du coup, quand j'avais mes crises, ça prenait toute ma jambe droite. Et j'avais vraiment du mal à marcher correctement. Ouais. C'était vraiment très, très douloureux. Et du coup, au bout d'1 an et demi, j'en ai eu marre de la pilule en continu. J'en pouvais plus. Et j'ai arrêté. J'ai décidé d'arrêter toute seule. Et ça n'a pas été une bonne idée. Ça n'a pas été une bonne idée parce que j'ai arrêté. J'ai pas vraiment prévenu mon gynéco, en fait. Je lui ai demandé un jour, à une visite de routine, est-ce que je peux arrêter? Et il m'a dit non, en fait. Vous pouvez pas arrêter. Mes fibromes n'avaient pas grossi. L'endométriose n'avait pas forcément évolué. Et du coup, il m'a dit, vous êtes quand même assez exposé à tout ça. Et ça a été une mauvaise idée. Du coup, j'ai fait presque 1 an sans traitement. Et je suis allée revoir mon gynéco au moment de la visite. Et c'était pas bon. Ça avait empiré? Ça avait empiré. J'avais des nouveaux fibromes. Quelques-uns avaient grossi, presque doublé. Mon endométriose avait touché mon côlon. Et du coup, mes organes derrière l'utérus étaient collés entre eux. Ça avait fait, c'est un peu, il m'avait montré des images, mais ça fait comme des toiles d'araignée entre les organes, et du coup ça se colle. J'avais des problèmes digestifs. Ouais. Et voilà, du coup, ça a été à pilule à nouveau. Et là j'ai essayé j'ai respecté quoi, j'avais pas le choix. À ce moment, j'étais en couple. C'était c'est fatigant. Dans le sens où il était compréhensif, mais il n'arrivait pas à tout comprendre. Voilà. Il a fait les efforts de chercher, de m'accompagner des fois à mes visites, à mes IRM et tout ça. Mais après, en fait, il y a que toi qui vis la situation. Il y a que toi qui peux comprendre jusqu'au bout. Enfin, déjà, ils ont même pas des règles. Déjà, voilà. Déjà, ça, des fois, ils ont du mal à comprendre. En plus, tout ça, en fait, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et ça, psychologiquement, moi, ça m'avait affecté beaucoup, quand même. Ça m'avait fragilisé, même en tant que femme.
Parce que jeune, moi, mon projet, c'était 23 ans marié, 3 enfants. Oh là là. Voilà. Et tu dis, ouais, en fait, ton projet là, on dirait que ça va pas être ça. Hein. Ouais. Et en fait, ça m'a obligée à réévaluer ma position de femme. Ouais. En fait. Et moi, j'ai grandi dans une famille, dans une culture où une femme est faite pour le mariage, pour être mère. C'est tout on m'a appris que ça. OK? On m'a appris que ça. Après, bien évidemment, j'ai pu faire mes expériences, développer ce que je voulais pour moi. Ouais. Mais jusqu'à mes 20 ans, ça me convenait, en fait, de devenir la femme de quelqu'un, ensuite mère de quelqu'un. Et en fait, quand on m'a dit tout ça, j'ai dit, bien évidemment, mon gynéco m'avait pas dit que, ma fécondité était compromise, etc. Mais il m'avait dit qu'il pourrait avoir un impact. Ouais. Voilà, que pour moi, il me l'a dit clairement, parce qu'à un moment donné, je lui ai posé la question pour bien comprendre. Et il m'a dit, ce n'est pas impossible, mais ça sera moins facile que pour d'autres femmes. Ouais. Voilà, vu votre état. Et j'ai dit, OK. Et après, c'est là que toutes ces questions de, est-ce que si naturellement j'arrive pas, j'ai envie de m'acharner? Ouais. Est-ce que j'accepte de ne pas pouvoir enfanter un jour? Et je me dis, bon, je prends la vie comme ça. Et c'est tout ce processus, en fait, que j'ai commencé à faire, qui n'était pas simple. Ouais, j'imagine. Et que j'ai commencé à faire entre moi et moi. En couple, j'ai commencé à en parler avec mon copain de l'époque. Parce que lui, certes, lui voulait quand même une famille et tout ça. Et si jamais on devait arriver à ce stade, j'ai toujours dit, j'ai envie de dire à mon partenaire immédiatement, en fait. J'ai pas envie qu'au moment ça commence à, non. On s'est dit la vérité dès le début et puis on verra. Et c'était toujours en mode, mais non, tu sais, les médecins, ils disent ça, mais tu sais, il y a plein de femmes. Lui, il est d'origine africaine, comme moi. Et il est beaucoup dans cette mentalité, oui, mais les médecins, tu sais, après, tu sais, nos mamans, elles font quand même les enfants, tu vois. Et je me suis dit, j'ai pas envie de m'acharner un jour. Si ça vient, ça viendra. Si ça vient pas, tant pis. Okay, c'est ça. Et du coup, tu commences à revoir ta place de femme dans la société. Et à ce moment-là, je me suis beaucoup engagée. Je suis vraiment, j'ai adopté le féminisme. D'accord. Pour moi, ça m'a beaucoup aidée. Et, à me dire, en fait, tu as plein de ressources, tu sais faire plein de choses. Et il y a pas que ça, en fait. À relativiser. Mais du coup, est-ce qu'à ce moment-là, t'étais en contact avec des femmes qui souffraient aussi d'endométriose ou pas du tout? Non. Franchement, j'ai rencontré très tard des femmes qui souffraient d'endométriose. Je pense il y a 1 an, 2 ans. Ouais. Pas plus. Et je me suis rapprochée d'associations. C'est là que j'ai commencé à connaître des personnes touchées d'endométriose. Mais moi, j'en parlais pas forcément. En fait, mon entourage proche le savait. Mais sinon, j'en parlais pas beaucoup. J'ai commencé vraiment à en parler, même sur les réseaux sociaux, en parlant de moi, il y a 1 an, 2 ans. Ouais. Okay. Pas avant, en fait. En tout cas, les personnes qui me contactaient sur les réseaux sociaux, c'était des femmes qui venaient d'être diagnostiquées. D'accord. Et qui étaient en recherche de quelqu'un avec qui parler, se confronter, etc., en fait. Et après, bon, il y avait l'endométriose, mais il y avait aussi les fibromes. Donc, il y avait ces 2 volets-là. Pour les fibromes, c'était beaucoup plus simple, entre guillemets, parce que tout autour de moi, tout le monde a des fibromes, j'ai l'impression. Et du coup, ça, j'ai l'impression que c'est moins tabou. Que même dans notre communauté, on en parle.
Ah, tu trouves? Ah ouais, je trouve qu'il y a de la réserve sur ça. Même les fibromes, j'ai l'impression, peut-être autour de toi, t'as eu de la chance d'en parler, mais en général, si tu veux, bon, de moi, ce que j'ai vu à mon expérience, c'est quand elles ne peuvent pas avoir d'enfants, par exemple, ou quand vraiment elles ont touché le fond, que là, on te dit, j'ai des fibromes. C'est des fibromes. Mais pas jamais avant, quoi. En fait, c'est peut-être parce que j'ai plusieurs cousines qui ont des fibromes et que du coup on en parle entre nous et même d'autres copines, etc. Et quand je l'ai dit pour la première fois à ma mère que j'avais des fibromes, elle a commencé à me dire tu sais ta tante, tout ça, elle avait été opérée pour ça. Et là tu commences à découvrir les dossiers même dans ta famille en fait, parce qu'avant personne te disait rien. Et mais j'ai l'impression qu'avec les fibromes c'est plus facile. Oui. Parce que même, par exemple, tous les médicaments naturels, on te donne des trucs quand tu commences à parler, mais il faut en parler d'abord. Je trouve que on en parle plus que l'endométriose. Oui, non, ça c'est clair. L'endométriose, parce que c'est mieux maîtrisé, on va dire. Sûrement. Ouais. Sûrement, peut-être. Mieux maîtrisé, je sais pas, mais Après, bon, les fibromes comme l'endométriose, apparemment, on connaît pas les causes. Du coup, c'est quand même bizarre leur histoire, on connaît pas les causes. Parce c'est que là, fou, t'as raconté un peu ton histoire, mais, enfin, pour moi, ça s'est déclenché au même âge que toi, en fait. Ouais. Tu vois, c'est toujours à peu près la même tranche d'âge. Pareil pour ma petite sœur. C'est à peu près le même parcours. Ouais. Enfin, la même errance médicale, la même, enfin, je sais pas, en 13, 14 ans, c'est l'été dernier qu'on m'a diagnostiqué, s'il te plaît. Ouais, c'est fou. Et même, on me dit quoi, j'ai demandé à être diagnostiquée. Le gynéco, il voulait pas. Il dit, vous savez, c'est juste un diagnostic, on peut vous donner une pilule et c'est bon. Il dit, non, en fait. Bon, si vous voulez, on vous fait une IRM. J'ai dit, oui, faites-moi une IRM. Et j'arrive, la dame me dit, oui, vous avez une endométriose profonde. Elle fait, on l'a merci. C'est super. Merci. Et c'est là, donc, je suis sortie, comme toi, j'ai dit, ok, endométriose profonde. Oui, tu cherches. En plus, ça fait peur. Et tout. Oui. J'étais dans la rue, comme si je m'attendais, je fais quoi? Non, mais c'est horrible. T'as aucun accompagnement. T'as aucun accompagnement. Tu es seule, en fait. C'est ça. Tu es seule dans ton truc. Et, c'est dommage. Après, bon, moi, mon chirurgien, à part à chaque fois, quand il me voit, qu'il me demande quand est-ce que vous comptez avoir un enfant, et je dis pas maintenant. Tant pis, cette pression pour faire un enfant, donc voilà, faut arrêter ça. Déjà, les mamans mettent de la pression. Les tatis mettent ton médecin. Oh non, mais quand même. Ah non, mais mon gynéco, lui, tout le temps, chaque visite. Et du coup, là, des fois, on en rigole, parce que là, du coup, là, je suis plus en couple. Et du coup, quand j'étais en couple, il était content, il me disait, oui, et à un moment donné, je lui dis, non, on n'est plus en couple, c'est bon, il a dit, et du coup, bon, on en rigole un peu, mais je sais qu'il le dit juste, je pense qu'il veut pas qu'à un moment donné, j'arrive, et que je lui reproche, je pense qu'il le fait un peu pour ça. Après, bon, des fois, j'ai envie de lui dire, arrête, 2 minutes, quoi, je sais. Après, par contre, ça a été un chirurgien en or. Parce que dès le premier moment qu'il m'a vu, avant même de me visiter, il a su mettre un nom à ce que j'avais. Il m'a donné un traitement. Bien sûr, c'était pas le meilleur traitement pour moi parce que je le voulais pas. Clairement. Mais c'est le seul traitement qui existe aujourd'hui contre l'endométriose. Je trouve ça triste d'ailleurs. C'est triste. D'ailleurs, en parlant de ça, moi j'ai remarqué, quand tu lis toute la documentation sur l'endométriose, quand on te présente des traitements, il y a que des trucs médicamenteux, c'est que la pilule, tu vois. Ouais. Je me dis, mais attendez, je sais pas, normalement un corps qui déconne, c'est pour une raison. D'accord, il y a une cause. Bon, on connaît pas encore la cause de l'endométriose, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le traiter de manière naturelle, en fait?
Et là, je suis à la recherche de cette réponse. Bah, déjà, pour les industries pharmaceutiques, je suis désolée, Non, tu oui. leur fais pas d'argent. Non, mais j'entends bien. C'est une J'entends maladie bien. de femme. Je suis très cynique, hein. Ouais. Mais ça avait été des hommes, depuis 1000 ans, on aurait réglé ce problème. On est J'entends d'accord. bien, tu vois. On est d'accord. Mais le fait qu'on n'ait même pas accès à l'information, meuf, c'est que récemment qu'on nous dit que c'est une maladie inflammatoire. Ouais. Donc tu t'essayes d'adapter ton alimentation, mais même là, ça C'est pas suffisant. Ça, Ça c'est pas fait rien. suffisant. Non. Non, mais c'est, il y a un désert médical Ouais. sur tout ce qui, en tout cas sur ces maladies des femmes gynécologiques qui est hallucinant. Ouais. Moi, j'ai réfléchi, hein, j'ai dit, mais est-ce qu'on m'a déjà parlé de maladies gynécologiques, à part le cancer du col de l'utérus? C'est vrai. Est-ce qu'on m'a parlé d'autres choses? Je connais rien, en fait. Rien du tout. Et ça, c'est alarmant. Parce que, aujourd'hui, les filles ont leurs premières règles à partir de 11, 13 ans. Du coup, ça commence là, en fait. Et c'est peut-être à 25 ans qu'elles commencent à être un peu plus avisées sur toutes ces maladies. Ouais. Il y a 10 ans au milieu, quoi. C'est énorme, c'est triste. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton corps. Exactement. Ouais. Tu sais juste que ton corps déconne, mais Ouais. C'est ça. Exactement. tu peux pas l'expliquer. Et du coup, aujourd'hui, je suis censée ne plus avoir des kystes d'endométriose, des fibromes et tout, parce que j'étais opérée en septembre dernier. D'accord. Du coup, il y a plusieurs types d'opérations pour enlever une endométriose et même des fibromes. Il me semble il y a la coloscopie Ouais. et il y a la laparotomie. Du coup, moi, j'ai une laparotomie qui, pour faire simple, c'est une césarienne. D'accord. Et la laparotomie, c'est quand tu as trop de fibromes, quand ils sont trop gros. Et quand ils sont positionnés dans des endroits, c'est trop délicat en fait. Ouais. Du coup, là, on t'ouvre et on opère directement l'utérus ventre ouvert. Moi, le choix de l'opération s'est présenté après mon IRM. Mon chirurgien m'a immédiatement dit, avant de me proposer le traitement, il m'a dit, vous avez deux choix. Ou on vous opère, on vous enlève tout ce qui ne va pas, ou on vous met sous traitement et puis voilà, on essaie de contrôler en fait l'endométriose et les fibromes afin que la situation ne se dégrade pas. Et moi je savais pas quelle était mieux, du coup je lui ai demandé pourquoi pas l'opération et pourquoi pas le traitement. Il m'avait dit, du coup il m'a posé la question, est-ce que vous voulez des enfants? Ouais. Et je lui ai dit oui, j'aimerais bien. Il m'a dit en fait, si vous souhaitez avoir des enfants, en plus vous êtes jeune, le problème des fibromes et de l'endométriose, c'est qu'on peut vous opérer, mais dans 1 an ou 2 ans, comme on connaît pas les causes de ces maladies, on pourra pas vous garantir en fait que tout ne va pas revenir et qu'on sera encore, on devra encore vous opérer. Ouais. Donc il a dit, je préfère ne pas laisser des cicatrices, en tout cas beaucoup de cicatrices dans votre utérus. Ouais. Il m'a dit parce que un utérus avec beaucoup de cicatrices, si vous voulez des enfants, après ça devient plus délicat, etc. C'est pour ça que on a opté pour le traitement hormonal. Voilà. Du coup, j'ai été opérée en septembre dernier. C'était parce que en fait, c'était le 31, pas de dernier 31, non, avant dernier 31. Ouais. Mais j'étais alitée. En fait, un de mes fibromes avait tellement grossi qu'il a fait une nécrose. Et en fait, j'ai pas pu, pendant 1 semaine, je pouvais pas marcher. Wow. J'étais alitée. Je me suis traînée jusqu'aux urgences parce que j'étais seule à ce moment et tout. Aux urgences, c'était horrible, hein. Ils ont rien vu, comme d'habitude. Même si je leur ai dit non, mais j'ai un endométriose et tout. J'ai des fibromes et tout. Ils avaient même pas vu la nécrose. Rien. Ils m'ont quand même laissé partir avec, je me rappelle plus le nom de l'antidouleur, mais c'était un truc, c'était une fialette
de fialettes que je devais prendre. C'était très fort quand même, mais ça ne me soulageait pas assez. Du coup, je prenais ça, plus de Lantadis, plus du Doliprane, pour être bien pendant 3 heures et recommencer. C'était horrible. Et du coup, mon gynéco, parce que j'ai déménagé à Paris entre-temps, et j'ai quand même gardé le gynéco à Lyon, il m'a prescrit un IRM, chose que j'ai faite. Après, je suis allée le voir. Et en fait, entre l'IRM et quand je suis allée le voir, il y a eu un mois, entre deux. Entre-temps, j'ai fait aussi des examens de sang. Et en fait, l'auto enfin, il y a un chiffre qui te dit si tu as une inflammation, en fait, quand tu fais des examens de sang. Et le mien, il avait 8 fois plus, en fait. Wow. Le taux normal. Du coup, j'avais une inflammation de malade. Et ça pendant 1 mois. Du coup, en mars, j'ai pu aller voir mon gynéco. Il a vu mon IRM. Au début, il était pas alarmé. Après, il regarde mon IRM de plus près. Il m'a dit, mais en fait, vous avez fait une nécrose. Un de vos fibromes a fait une nécrose. C'est pas bien du tout. Du coup, là, il me visite et tout. Et il voit, en fait, que mes fibromes avaient triplé. Et il comprenait plus rien. Et du coup, là, il m'a dit, là, par contre, on va vous opérer. Du coup, c'était même pas mon endométriose qui avait posé problème, mais c'était mes fibromes. Pourtant, t'étais toujours sous traitement. Et j'étais toujours sous traitement. Du coup, on sait pas qu'est-ce qui a déclenché l'inflammation, qu'est-ce qui s'est passé. En plus, il comprenait pas. Il a dit, mais vous étiez sous traitement, comment ça se fait qu'ils ont gonflé, enfin, ils ont triplé, etc. Du coup, on a programmé l'opération et tout. Et en fait, le fait l'endométriose, c'est toujours une surprise. Parce que déjà, avec les appareils médicaux, pour faire des échographies pelviennes, ils arrivent pas à bien voir. L'IRM c'est beaucoup mieux. Mais il faut savoir bien lire l'IRM. Si le spécialiste qui lit l'IRM, il se connaît pas en endométriose, vous pouvez avoir une endométriose, il va pas l'avoir, en fait. D'accord. Et en fait, j'étais opérée et à mon réveil, mon gynéco est venu me voir et elle m'a dit votre opération a duré plus longtemps que prévu. Parce que déjà, on vous a découvert de nouveaux fibromes qu'on ne voyait pas avant. Et que, finalement, votre endométriose était plus étendue que ce qu'on avait vu jusque-là. Et que vos organes étaient vraiment très collés avec eux. Du coup, j'ai eu, mon opération, c'était myomectomie multiple et adhésiolyse. Du coup, la partie adhésiolyse, c'est rajouté au moment de l'opération, quand on m'a ouvert. Et l'adhésiolyse, c'est vraiment ce travail de décoller les organes entre eux. Et du coup, il m'a dit, du coup, le rétablissement, ça va être un peu plus douloureux. Ah non, mais quand je me suis réveillée, c'était horrible. Et c'était trop douloureux. Et il y a eu plein de choses après l'opération auquel on m'avait pas préparé. Auquel j'aurais pu y penser, parce qu'on peut dire, c'est normal. Même le fait que tu dis, en fait, tu peux pas te laver seule pendant moins d'une semaine. Et j'étais pas prête à ça, en fait. Moi, le lendemain de l'opération, des infirmières m'ont lavé. Moi, j'étais pas prête. Personne m'avait dit ça. Moi, j'avais jamais eu d'opération. Personne m'avait dit que j'allais avoir une sonde. Ou que j'aurais avoir le tube avec le sang qui sort, tout ça. Et tout ça, en fait, ça m'a choquée. Moi, j'ai eu presque 1 mois et demi d'arrêt. Ma cicatrice, je la sens encore. Elle est pas, ça prend du temps à cicatriser, mais elle est encore délicate. Et surtout que, je pense que j'ai repris à marcher droite au bout des 4 semaines. C'est horrible. C'est totalement horrible. Il y a aucun accompagnement. Et, heureusement que, quand on m'a annoncé mon opération en début d'année, en mars,
à ce moment-là, un mois après, j'ai commencé à voir une psy. D'accord. Un mois après, j'ai fait ma première consultation chez une psychologue et on a commencé à préparer l'opération parce que moi, j'étais terrorisée de l'hôpital. Du coup, il fallait que je prépare tout ça. Et je pense que ça m'a aidé. De la voir, de lui parler, c'était... je suis plus là, mais elle m'a sauvée. Franchement, c'était... Là, je continue de la voir, mais sans elle, j'aurais plongé dans le noir. Mais vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend vraiment compte à quel point on est fragile, on est vulnérable, et que tout ce mythe de la femme forte qu'on a toujours envie de mettre en avant, oui, on va y réussir, et seule, c'est pas possible en fait. Après, bien sûr, elle m'a dit, il faut pas que tu parles que avec moi. Il faut que tu trouves un moyen d'exprimer tout ça et avec d'autres personnes. Et c'est vraiment après mon opération, je me suis dit vraiment, à chaque fois qu'on me demandera d'en parler, je le ferai. Parce que j'avais besoin de savoir, en fait, quand tout a commencé pour moi, écouter une Sally d'aujourd'hui, ça aurait été trop bien en fait. Et du coup, j'ai commencé à parler de ça sur les réseaux sociaux. Il y a plein de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont écrit, même de mon entourage que je connaissais et qui ont commencé à m'en parler. Et en fait, je pouvais pas les aider dans le sens, je pouvais pas soulager leur douleur. Et je suis pas médecin, encore une fois. Mais j'étais contente de pouvoir être une oreille pour elle, partager mon expérience disant t'es pas seule. On est beaucoup. On est nombreuses. 5 sur 10. Dans la même situation, t'inquiète pas, on a mal pareil, t'es pas folle. Voilà. Et qui, c'est fou à quel point on est toutes perdues, en fait. On est toutes perdues et c'est dommage de voir que le gros du boulot, c'est toujours des associations qui le font. Des collectifs, des personnes qui ne sont pas rémunérées, qui donnent leur temps gratuitement, qui font ça, c'est énorme ce qu'elles font. Mais aujourd'hui, j'espère que on l'a vu tous, on a tous entendu le président Macron. Ok, c'est très bien. Du coup, on attend derrière des vraies mesures, une vraie prise en charge, parce que mine de rien, les opérations, je suis un spécialiste. Parce qu'encore une fois, moi je pense que pour être bien diagnostiqué, bien suivi pour une endométriose, il faut pas aller chez un simple gynécologue, il faut aller chez un gynécologue chirurgien, parce qu'ils sont souvent confrontés aux maladies de l'utérus. Du coup, c'est plus probable de trouver quelqu'un qui sait de quoi il s'agit. Mais c'est coûteux. Même en France, même avec une bonne assurance. C'est coûteux. Moi, mes visites, c'est pas moins de 85 €. Voilà. Et ça, c'est pour une visite simple, sans échographie. Du moment où on ajoute l'échographie, on dépasse les 100 €. La prise en charge, il y a tout ça, la prise en charge psychologique quand on a ces maladies, parce qu'une consultation chez un psy, c'est cher aussi. Quand on ajoute tout ça, c'est un coût. Et il y a des personnes qui peuvent pas se le permettre. Voilà quoi. Donc il y a beaucoup de choses qu'on traverse, laquelle il faut qu'on fasse face, et il faut vraiment qu'on nous aide. Et nous aussi, il faut qu'on arrête de se dire on est des Wonder Woman, on peut tout faire. C'est pas vrai. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais bien. Parce qu'effectivement, j'ai plus de sang, presque plus de, je vais bien, franchement. On verra par la suite, on verra si dans un an tout va revenir ou pas. Parce que comme il n'y a pas de solution.
On verra bien. Pour l'instant, je profite de ce moment, mais en tout cas, l'endométriose comme les fibromes en fait partie de moi, continue de faire partie de moi. En tout cas, je l'assume. Et si je l'ai caché pendant un moment, ça sera plus le cas. Ouais. Et si je peux en parler, je le ferai toujours parce que il y a toujours quelqu'un qui va t'écouter et qui va se sentir soulagé, à qui ça va faire du bien en fait. C'est déjà très bien. Ouais, ça c'est clair. Je sais pas les mots. Non mais c'est exactement ce qu'elle a dit quoi. Encore une fois merci parce que moi je suis qu'au début de tout ce que de tout ce cheminement, de tout ce travail psychologique que tu as fait. C'est vrai que je sais que l'infertilité est une conséquence de l'endométriose, mais je me suis jamais assise pour me dire bon, demain si j'ai pas d'enfant, qu'est-ce que je fais? Je sais pas pourquoi pour le moment je me dis c'est pas un truc que j'aborde pour le moment, tu vois. Je me dis bon, j'ai encore le temps d'y penser. Peut-être quand je serai en train d'essayer d'avoir des gosses, peut-être que là je vais m'en occuper. Et même comme tu l'as dit, si demain on n'y arrive pas, est-ce que ça fait de nous moins des femmes quoi? Voilà, c'est tout ce travail-là à faire. Déjà, t'as la pression de la famille pour dès que t'arrives à 30 ans là, faut te marier, faut faire des gosses, faut machin. Encore si t'as une maladie encore et qu'ils comprennent pas, c'est encore pire, ça fait encore plus chier. Enfin voilà, qu'on nous foute un peu la paix. Ouais, exactement. Qu'on nous foute la paix. Ouais. Parce que encore, je sais pas si je t'avais raconté. Nouvel an, on souhaite les vœux au bureau. T'as quelqu'un qui crie dans l'open space, beaucoup d'enfants aujourd'hui, cette année. Ah oui, tu m'avais dit. J'ai dit, mais qui vous dit que j'ai pas d'enfants? Elle dit, on sait pas parce que bon, on vous a jamais vu, quoi. Dans l'open space, dans tout le monde. Et dans ma tête, je me suis fait toutes les réponses que je pouvais lui donner. Je me suis dit, mais en fait, le gars, il est même pas assez intelligent pour comprendre tout ce que je vais lui dire, tu vois. Non. Mieux, je passe à autre chose. Ouais. Mais c'est toujours ça, hein. Ouais. Moi, ma famille, nous, ma famille est musulmane. Chaque occasion est bonne pour faire des doigts. Ouais, voilà. Des doigts de mariage, là. Et à chaque fois, c'est, quand on te donne un bon mari, beaucoup d'enfants, l'année prochaine, on veut, des enfants. Tu dis, c'était pas pour moi dans mes projets. Si c'est ce que tu me souhaites, tant mieux. Ouais. Parce que bon, c'est toujours du bien qu'on te souhaite, mais il y a tout ça, en fait. Aujourd'hui, une femme qui ne veut pas ou qui ne peut pas avoir d'enfant, elle n'existe pas dans notre société. Ouais. Elles sont invisibilisées et souvent on a une façon de faire qui est très blessante pour ces femmes-là. Moi, je l'ai eu une fois, c'était une discussion dans ma promo et il y avait un mec qui disait les femmes sont faites pour faire des enfants. Alors c'est pas vrai. Et quand il a dit ça, moi je savais d'avoir l'endométriose et tout. À ce moment-là, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais de toutes ces femmes qui sont malades et qui peuvent pas avoir des enfants? Qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont plus des femmes. Il me dit non, mais tu vois, et là ça commence à dire mais non, mais ça c'est un autre cas. J'ai dit mais non, mais qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas ce que tu as dit. Ouais. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas avoir des enfants, c'est normal, ok, mais qui ne peuvent pas et qui souffrent énormément de ça. Et tout il y a des femmes qui s'acharnent. Ouais. Qui s'acharnent et que ça devient maladif à un moment donné. Et moi, je pense que c'est toute cette pression autour, en fait. Du coup, il faut aussi, de temps en temps, que chacun se fasse un peu une introspection. Ouais. Qui se disent, est-ce que c'est safe ce que je suis en train de dire là? Est-ce que autour de moi, il y aurait pas quelqu'un qui peut-être est en train de traverser autre chose? C'est plus dur. Voilà, qui peut-être voudrait l'avoir, mais on peut pas, tout simplement. En tout cas, Sally, merci pour ce témoignage. Moi, j'ai ma petite sœur en fait qui souffre d'endométriose et
Ma mère a tilté juste quand elle a compris qu'il pouvait avoir des problèmes d'infertilité. Ça reste une maman africaine. Là, oui, ça fait ding ding ding. Ouais. Et elle vit pas avec nous, elle est en études en Belgique, donc quand elle fait des crises, elle nous appelle, elle nous écrit. Tu sais, quand t'es à distance, quelqu'un qui est malade, qui dit qu'elle est au bord de l'évanouissement. Ah ouais. C'est pas évident à suivre, c'est une maladie qu'on connaît pas. On sait pas comment la soulager. Et, à vrai dire, moi, je suis un peu team, je suis pas à l'aise avec tout ce qui est hormonal, parce que bon, moi, j'ai des migraines hormonales, donc on m'a donné beaucoup de pilules pour ça. Et je trouvais que c'était toxique. Et donc, quand elle me dit que son seul moyen d'être soulagée, c'est la pilule, je suis déconcertée parce que pour moi, moi, je vois ça comme du poison. Ouais. Mais c'est la seule chose qui la soulage. Donc, on sait pas ce que ça va donner, on suit. Dès que je vois des trucs, je lui balance. T'écouter, moi, je me suis rendu compte aussi de sa fatigue. Elle est toujours fatiguée. J'ai jamais compris pourquoi cette fille est toujours fatiguée. Et donc là, je me rends compte qu'il faut que je sois moins dure avec elle au sujet de sa fatigue. Et ça donne aussi, j'ai bien aimé ton témoignage sur la partie où finalement t'expliques que c'est une maladie solitaire. Et ça m'amène moi à me remettre en question sur comment la soutenir, parce que la maladie, peu importe que c'est une maladie chronique ou une maladie qui se déclenche comme ça, le côté psychologique joue beaucoup. Ouais. Donc le fait d'être soutenu ou d'être distrait de sa maladie ou de ses douleurs, ça permet, je pense, peut-être de mieux affronter ou de tenir. Oui, ouais. Ça. Merci. J'espère que, vous allez aimer. C'est même pas j'espère que vous allez aimer. Vous allez aimer. C'était très beau, c'était très édifiant. Je te dis merci. Merci à vous les filles. Alors, vu que tu es l'invité, on va te demander quels sont tes kiffs. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une pièce de théâtre que tu as vue, une chanson que tu aimes bien, un film, peu importe. Un plat. Une activité que tu aimes bien faire en ce moment. Quel est ton kiff du moment? Alors, mon kiff du moment. Alors, il y a une marque d'une auto-entrepreneuse qui s'appelle Bogolove. D'accord. Et c'est mon kiff du moment. Et j'ai des boucles d'oreilles de cette marque que j'adore. Tout le monde me complimente. Et elle est souvent présente, elle est sur Paris du coup, mais elle est aussi sur Instagram, elle a un site en ligne. D'accord. Et elle a toutes ses créations très afro, très belles et tout ça. Et c'est mon kiff du moment. Et d'ailleurs en mars, elle est en pop-up store et j'ai hâte. Cool. Parce que j'ai déjà repéré des pièces. Et j'ai hâte voilà. Et côté plat, parce que je suis une grande gourmande, mon kiff du moment et que je mange là souvent, c'est du poulet DG. Ah ouais? Honneur au Cameroun. Ah ouais. Mon gros kiff du moment, du coup, ça c'était depuis 3 semaines, une fois par semaine, j'ai mon poulet DG. Dis donc. Et du coup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le découvrir. Parce que c'est vraiment très très bon. Un peu, je suis une allocovore. Donc, de la loco du poulet. Du coup, c'était vraiment un bon plat pour changer un peu des allocos, tout typique. Donc, c'est mon kiff du moment, en tout cas. Oh, nice. Je suis sûre que t'es contente. Bien sûr. Ok. Et toi, ça nous réconcilie. Non, commence par ton kiff. C'est bon. Moi, mon kiff du moment, c'est un livre de Oscar Olamas Oliva. C'est sur notre père fondateur de la nation de la Guinée-Bissau, Amilcar Cabral, et ça s'appelle Un précurseur de l'indépendance africaine. Un livre hyper édifiant. Donc ce grand homme qu'on grandit avec, on nous parle toujours en nous disant que il a contribué à la libération. Et en fait, c'est un ancien ambassadeur de Cuba qui était à Conakry qui raconte en fait sa rencontre avec Amilcar Cabral, ses conquêtes, comment ça s'est fait. Et donc on a cette vision, c'était vraiment un visionnaire. Hein. C'est dommage qu'il ait pas pu voir son œuvre, mais il avait une vision très culturelle. Ce qui compte, c'est la culture d'abord. Donc je veux mettre en place une identité nationale, une culture.
et que le peuple guinéen, mais aussi capverdien, parce que c'est un même état qu'on avait, reprennent vraiment leur marque, se reconstruisent pour qu'après on puisse bâtir une nation qui sera indépendante et qui, au-delà de l'indépendance des Portugais, c'est une indépendance totale vis-à-vis des forces étrangères, que ce soit soviétiques ou américaines. Et moi j'apprends beaucoup aussi sur les identités, je dirais ethniques de la Guinée-Bissau, parce on a plus d'une quinzaine d'ethnies pour 2 millions d'habitants, c'est un peu trop. Et de voir comment chacun fonctionne, et en gros tout le monde est métis en termes d'ethnie. Donc ce qui fait que tu vois, on a cette culture de la masculinité aussi, donc qui explique aussi pourquoi on est toujours dans des conflits. Et donc malheureusement il y a eu une tentative de coup d'état récemment chez nous. Et les gens ils revenaient toujours en disant mais t'oublies, cette nation s'est bâtie sur le sang, donc ce sera toujours comme ça en fait. Et en fait c'est pas venu de lui, c'était déjà présent en fait. Les gens, c'est l'une des seules colonies en fait que les Portugais ont eu du mal à maîtriser. Il y a eu la guerre du début jusqu'à la fin, donc finalement quand on dit l'empire colonial construit des choses, nous ils sont quasiment rien bâtis chez nous, il y a pas eu d'école, d'hôpitaux. Et à la fin, tellement rageux, ils ont tout détruit, ils se sont barrés. Mais c'est vraiment intéressant de voir sa pensée. Et je trouve ça navrant qu'en 2022, en fait, on soit encore en train de parler des mêmes choses. Voilà mon kiff du moment. Et toi? Dis donc. Alors moi, mon kiff, ça sera 2 podcasts. 2 podcasts en anglais. Donc, pour ceux qui aiment l'anglais, ça serait pas mal. Le premier, c'est The Endometriosis Nutritionist. En gros, c'est une nutritionniste spécialisée dans l'endométriose. Elle explique un peu toutes les causes, du pourquoi, du comment, quels sont les aliments pour apaiser et tout. Et elle fait vraiment la promotion d'une alimentation anti-inflammatoire. Et elle donne des tips pour mettre pas mal de choses en place. Bon, je vais vous laisser, pour ceux que ça intéresse, je vais laisser écouter. C'est pas un podcast, c'est pas, comment dire, c'est pas aussi dynamique qu'un podcast lambda ou avec, c'est son style. En plus, c'est une Australienne, donc elle a l'accent. L'accent australien. L'accent australien, mais bon, quand on est à la recherche d'informations, franchement, on cherche tout. On prend tout, on prend tout. Et surtout que les anglo-saxons sont assez avancés sur ces sujets par rapport aux francophones. Totalement. Donc je trouve que c'est les seules ressources que moi j'ai trouvées quand je cherchais des informations sur l'endométriose. Le deuxième podcast, c'est Lovers and Friends de Shambu Jam, je crois. Je sais jamais comment on dit son nom. Je sais pas, mais très fan. Moi, j'adore ce podcast. Elle parle de relations homme-femme, de relations de couple, il y a des sujets très intéressants. Il y a un sujet, par exemple, un épisode où elle dit I'm done waiting for the ring. Donc j'en ai marre d'attendre la bague. Je disais qu'il y a un autre sur la vulnérabilité masculine. Donc voilà, elle aborde des sujets. C'est une sexologue, je crois, de formation. Ouais, je crois que c'est ça qu'elle dit. Donc voilà, j'aime bien je suis pas toujours d'accord avec ses positions, mais j'aime bien l'organisation des épisodes. Donc c'est très dynamique, c'est très intéressant. Il y a plein de points de vue. Ouais, il y a plein de points de vue. On se tape des barres des fois. Donc voilà, je vous encourage à écouter ce podcast-là quand vous voulez vous détendre et voilà, ce que j'ai bien aimé, pourquoi j'aime bien ce podcast, c'est que pendant longtemps, je pense que c'est valide ce que je pensais. Je me suis dit, en fait, les relations humaines chez les Américains ne peuvent pas être les mêmes que chez les Africains, en fait. Mais sur ces sujets spécifiques, bizarrement, on se rejoint. Sur certains trucs, ouais. Sur certaines choses, on se rejoint. C'est pas totalement différent il n'y a pas cette cassure culturelle, en fait. Donc voilà, ça, j'ai bien apprécié cela. Voilà mes kiffs. Nice. Du coup, merci Sally, encore une fois. Merci à vous. Merci Nikita pour ta réactivité. Merci. Elle a géré ça tellement vite.
Donc voilà, et n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de partager à vos frères surtout, vos oncles, vos pères, parce que franchement des fois il y a des questions on sait pas trop, et des femmes aussi qui peuvent être maman et tata, à tout le monde, tout le monde, à tout le monde. Donc voilà, on a à peine 30 ans et on a des maladies silencieuses dont vous savez pas, donc on vous dit ouais c'est quand les bébés, bon bah ça nous fait chier, voilà. Donc sur ce, on vous souhaite une excellente soirée pour si c'est le soir ou bonjour, hein. Passez juste une bonne journée. Voilà. On souhaite beaucoup d'amour et donc positif. Voilà. Allez, bye bye. À Salut. bientôt.